Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier rendez-vous de l'actualité de l'année 2022. Donc je suis Asia, élève de la 61e promotion de l'EN3S et avec Johan, nous allons aborder le sujet suivant. Faut-il relancer le revenu universel d'activité, le RUA? En effet, Asia, dans le contexte de la crise sanitaire où il a fallu pratiquer des politiques d'urgence, les réformes structurelles lancées en amont de la crise ont dû être reportées. Et c'est notamment le cas du projet de RUA qui avait été annoncé en septembre 2018. Mais récemment, ce projet il est revenu sur le devant de la scène par deux biais. D'une part, parce qu'en ce début d'année, le président Emmanuel Macron a fait part de sa volonté de reprendre les travaux sur le RUA. Et d'autre part, parce que cela fait écho à l'audition du rapporteur général du projet RUA, Fabrice Langart, devant les sénateurs de la Commission des Affaires sociales le 11 janvier 2022, à l'occasion de laquelle il a présenté les grandes lignes de son rapport qui devrait sortir prochainement. Mais avant d'aller plus loin, Asia, peux-tu nous expliquer en quoi consiste le RUA, le revenu universel d'activité, et en quoi il se distingue notamment du RMU, le revenu minimum universel? Tout à fait. Il est important de bien faire la distinction entre, d'une part, donc, le revenu minimum universel et le RUA, revenu universel d'activité. Le revenu minimum universel, RMU, donc, est une idée politique, philosophique relativement ancienne, qui consiste en une somme fixe qui serait donc versée périodiquement et individuellement à tous les citoyens, donc quelles que soient donc les ressources des bénéficiaires, et donc sans aucune condition ni contrepartie. Le RUA, quant à lui, est un projet qui vise à fusionner le plus grand nombre de prestations sociales dans l'objectif de faciliter l'accès aux bénéficiaires et donc de gagner en simplicité. Dans le RUA, seules les personnes en fragilité économique sont concernées et donc on ne doit pas le confondre avec le revenu de base qui concerne l'ensemble de la population. Nous laisserons donc ici dans notre propos de côté le projet de RMU et nous nous concentrerons donc sur le projet de RUA. Ce dernier réapparaît en effet, comme tu le disais Johan, dans le débat public. Oui, tout à fait, car si la crise sanitaire avait ralenti l'avancée du projet, les propos du président Emmanuel Macron et la publication prochaine du rapport Langart invitent à nous questionner. Dans le contexte actuel et face aux questions encore en suspens, est-il véritablement opportun de relancer le projet RUA aujourd'hui ? Donc pour répondre à cette interrogation, notre présentation avec Asia, elle est structurée en deux parties. Tout d'abord, nous chercherons à montrer les vertus et les objectifs du projet, ainsi que sa structuration jusqu'alors. Puis nous soulignerons ses obstacles et inconvénients qui invitent aujourd'hui à repenser ses conditions de réalisation. Alors tout d'abord, nous allons traiter de la situation actuelle. Donc aujourd'hui, nous connaissons donc un système que nous avons qualifié avec Johan d'imparfait et qui reste difficile à réformer. Et donc, le projet de RUA avait été conçu pour répondre à cette problématique. Donc, en effet, le système en place fait cohabiter pas moins de 15 prestations de solidarité, ce qui peut le rendre assez illisible. Comme vous pouvez le voir donc, sur le diaporama derrière moi, ce système reste assez morcelé et complexe. Il est en effet issu d'une construction historique par strates successives. Et donc, cette complexité du système des minima sociaux s'avère le plus souvent illisible et donc inadaptée, notamment pour les personnes les plus éloignées des démarches administratives. Cette situation donc, alimente en très forte proportion le phénomène de non-recours au droit. Donc, selon une étude qui est parue donc, la semaine passée, nous avons aujourd'hui à peu près 34% de bénéficiaires du RSA, du revenu de solidarité active, qui ne perçoivent pas leurs droits. Par ailleurs, la complexité, voire l'illisibilité donc, de notre système peut amener à des erreurs dans les déclarations qui peuvent entraîner des rappels ou des indus au risque de fragiliser donc, encore plus la situation économique des titulaires des minima sociaux. Donc voilà pour la complexité de notre système. Donc il apparaît également des différences de traitement entre les différentes prestations sociales. Est-ce que Johan, tu peux revenir là-dessus ? Oui, pas de souci. En effet, les montants servis et les conditions d'octroi de ces minima sont très différents d'une prestation à l'autre et il faut souligner que certaines populations, notamment les jeunes, sont encore exclues de l'accès à certaines prestations. En ce qui concerne les montants, tout d'abord, on constate par exemple des écarts pouvant être substantiels entre les minima sociaux. Cela traduit aussi peut-être finalement des représentations implicites de notre société vis-à-vis de la pauvreté. On peut citer à ce titre le faible montant accordé au titre du RSA, comme vous pouvez le voir derrière vous, qui reflète peut-être la responsabilité que l'on impute à ces bénéficiaires en comparaison à d'autres publics, comme par exemple les personnes en situation de handicap avec l'allocation adulte handicapé. Par ailleurs, les barèmes de ces aides ils ne sont pas pensés pour fonctionner ensemble.
quand le revenu du travail augmente, une ou plusieurs prestations peuvent diminuer en même temps, affectant d'autant le gain au travail et donc la reprise d'activité. Donc ça, c'était en ce qui concerne les montants, mais est-ce que Assia, maintenant, tu peux nous parler également des différences qu'il existe dans les modes d'attribution et de calcul, s'il te plaît? En effet, on note également d'une grande hétérogénéité dans les règles d'attribution des prestations et dans leur calcul, au niveau notamment de la prise en compte des revenus d'activité professionnelle du conjoint ou de la prise en charge donc, des charges de famille. Donc, au niveau de la prise en compte des ressources du conjoint, on va noter par exemple que l'allocation adulte handicapé ou l'allocation de solidarité spécifique sont cumulables avec des ressources du conjoint, donc approximativement égales au SMIC, alors que par exemple le bénéfice du revenu de solidarité active va disparaître dès lors que le conjoint dispose de ressources, même modestes. Aussi, on peut noter par exemple que l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation adulte handicapé ne prennent pas en compte la présence d'enfants à charge, ni dans le montant maximum que les allocataires peuvent percevoir, ni dans les plafonds de ressources pris en compte. Mais malgré ces constats, on note que la protection sociale reste très redistributive. Donc les transferts sociaux diminuent le taux de pauvreté de 8 points. Pour autant, force est de reconnaître que la redistribution ne permet pas de faire reculer donc, le taux de pauvreté en deçà de son seuil actuel, donc de 14,6%. Surtout, donc, la pauvreté continue à toucher fortement certaines catégories de la population, et donc notamment les familles monoparentales ou les demandeurs d'emploi. Donc c'est pour cette raison et pour des raisons donc, de non-recours qui rendent vraiment le système finalement peu accessible. Alors face à cette situation, l'instauration donc, du RUA a été envisagée, mais sans que ce projet n'aboutisse pour le moment. Est-ce que, Johan, tu peux revenir sur cette ambition historique ? Oui, donc le constat dressé dans la première partie de cet exposé, il est partagé depuis de nombreuses années. Et en conséquence, l'idée d'un RUA, sinon dans l'appellation qui n'intervient finalement que récemment, mais du moins dans l'idée de fusionner toutes les prestations en une seule et d'en automatiser le versement, est une idée qui revient de manière régulière et qui permettrait peut-être de remédier aux problèmes énoncés. Son développement s'est ainsi formalisé au travers de quelques étapes que nous allons tâcher de vous expliquer maintenant. La première d'entre elles est le débat qui a eu autour de la création du RSA en 2009, notamment à la suite de la publication du rapport de Martin Hirsch datant de 2005. En effet, on a parfois tendance à l'oublier, mais l'idée qui prévalait lors de la création du RSA, du moins dans le rapport de Martin Hirsch, était d'intégrer au sein du RSA certes le RMI, mais également l'API, l'ASS, la prime pour l'emploi, les aides au logement, voire même certaines prestations familiales. L'idée était alors une ambition simplificatrice radicale, en réalité proche de celle du RUA, et donc on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que l'idée a commencé à infuser le débat public, même si finalement le champ du RSA tel qu'il sera adopté en 2009 sera beaucoup plus restreint. Par la suite, l'autre étape fondatrice vers la construction du RUA a résidé dans le rapport de Christophe Sirugue, qui a été rendu en 2016. Donc, l'élu socialiste propose dans ce rapport une réforme en profondeur de l'architecture des minima sociaux selon 3 scénarios. Donc, tout d'abord, il envisageait l'unification de ces derniers par une couverture socle commune qui aurait été donc versée sous condition de ressources dès l'âge de 18 ans et pouvant être majorée par des compléments, donc insertion ou soutien pour les personnes, par exemple, en situation de handicap. Ensuite, donc, Christophe Sirugue envisageait la simplification administrative donc, dans un court terme, avec la réduction du nombre de pièces justificatives qui sont demandées donc, aux bénéficiaires. Et enfin, il ambitionnait le passage à 2020 de 10 minima sociaux à 5. Donc, Emmanuel Macron reprend cette idée donc, dès 2018 dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Donc, début 2019, Fabrice Langlart est nommé donc, rapporteur général du projet de RUA. Des concertations interadministratives sont lancées, tout comme une grande consultation nationale donc, sur le RUA, ouverte à l'ensemble de la population. Et donc les principales conclusions qui s'affichent derrière moi sont que les participants approuvent majoritairement l'idée d'une fusion des prestations sociales, une harmonisation des règles de calcul, mais aussi donc l'intégration des jeunes et des personnes âgées dans le dispositif. Dans le même temps, d'autres avis et rapports vont dans le même sens, comme par exemple l'avis du Conseil économique, social et environnemental éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030, qui date de 2019, et dont une des principales recommandations est l'instauration d'un revenu minimal social garanti qui se substituerait aux 7 minima sociaux existants.
De fait, à la suite de la consultation, de la concertation, le projet d'instauration du RUA semblait logiquement devoir déboucher sur un projet de loi, ce qui n'a pas été le cas finalement, tant pour des raisons conjoncturelles, la crise sanitaire que nous connaissons et qui a reporté les réformes, mais également parce qu'en réalité, de nombreuses inquiétudes et des questions étaient encore en suspens, comme nous allons le voir par la suite. Ainsi, alors que l'on pensait le projet de RUA de nouveau suspendu et reporté sine die, sa réapparition dans le débat public en 2022 soulève certaines questions. Au vu des difficultés rencontrées et de l'impossibilité jusqu'alors d'établir un tel dispositif, à quelles conditions le projet pourrait-il être relancé aujourd'hui et quelles sont les pistes envisagées? Asia, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet, s'il te plaît? Effectivement, l'éventuelle relance du projet de RUA implique de répondre, ou tout du moins de prendre en compte, un certain nombre de problématiques, obstacles et inconvénients. Alors ici, nous avons choisi de vous présenter 4 aspects qui devraient être étudiés particulièrement dans ce cadre. Donc tout d'abord, la question du contour de cette nouvelle prestation. En effet, il subsiste des interrogations quant à la population qui serait ciblée par ce nouveau dispositif. Donc le RUA s'adressera-t-il notamment aux jeunes, donc une population qui est apparue donc particulièrement fragilisée donc pendant la crise sanitaire. Il est vrai que le RUA permettrait de construire progressivement une citoyenneté complète accordée donc à un âge pivot, donc une citoyenneté qui serait civile, civique et sociale. Mais d'un autre côté, d'autres dispositifs spécifiquement dédiés aux jeunes existent, et la crainte est surtout que l'intégration des jeunes se fasse à moyens constants, et donc peut-être au détriment d'autres allocataires. Mais à ce stade, rien n'est encore tranché. Est-ce que les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap seront intégrées à ce dispositif ? Si cela faisait partie du projet initial, le gouvernement semble finalement avoir exclu, par exemple, l'allocation adulte handicapé. La deuxième problématique qui devrait être traitée est celle des spécificités de chaque aide, qui certes entraînent une certaine complexité du système, mais qui peuvent être aussi justifiées. Avoir droit à une aide au logement et avoir droit à un revenu de solidarité en raison de sa situation de handicap sont deux choses différentes. Quelle base de calcul adopter alors pour ces deux situations? Quel montant de cette prestation unique? Et pour combien de temps? La troisième problématique concerne la question des moyens techniques et financiers. Du point de vue financier, à court terme, le projet de RUA il pourrait être coûteux pour les finances publiques, car si le non-recours venait à diminuer, la projection d'augmentation des dépenses est de 11 milliards d'euros. Mais à long terme, il faut bien comprendre que ce projet pourrait être en réalité synonyme d'économie, puisque la mise en place d'un guichet unique permettrait des économies de coûts de gestion, également par la simplification des règles de calcul et l'automatisation dans la liquidation des aides. Les services pourraient alors davantage se recentrer sur l'accompagnement des bénéficiaires, qui, il faut le rappeler une fois encore, est aussi une des clés de la réussite du dispositif. En ce qui concerne le point de vue technique, la mise en place du RUA elle soulèverait aussi des difficultés, notamment parce qu'elle nécessiterait des systèmes d'information performants et imbriqués, ce qui n'est pas encore nécessairement le cas aujourd'hui dans tous nos organismes de sécurité sociale. Enfin, se poserait la question du portage du RUA. Le financement du revenu de solidarité active incombe aujourd'hui au département, la prime d'activité à l'État, l'allocation logement donc à la fois aux employeurs, au régime de prestations familiales et à l'État. Donc mettre à profit la mise en place du RUA pour confier donc à l'État son financement permettrait de remédier aux difficultés qui sont rencontrées par les départements. Alors on sait que certains départements ont d'ores et déjà donc demandé la recentralisation du RSA, notamment la Seine-Saint-Denis ou la Réunion. Et donc les départements pourraient garder la responsabilité des politiques d'insertion par le biais de conventions avec intéressement éventuellement. Donc ce schéma ne serait pas incohérent non plus, car l'État est traditionnellement compétent pour les personnes les plus précaires. Il prend en charge par exemple les frais de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, l'aide médicale d'État ou encore donc, la gestion des demandeurs d'asile. Donc c'est une situation qui serait envisageable, mais quel serait l'impact pour les finances publiques? La Cour des comptes ne valide pas ce scénario dans son dernier rapport sur l'évaluation du RSA qui a été rendu en janvier 2022. Elle préconise plutôt que les départements soient entièrement responsables du dispositif avec un schéma où le financeur est aussi le décideur. Donc on le voit bien, la mise en place du projet RUA tel qu'il avait été conçu, en tout cas en 2018, reste conditionnée à la résolution de certaines problématiques.
Mais Johan, quel est l'impact également de l'évolution du contexte que nous connaissons? Ta question, elle est tout à fait pertinente à ça, car la question de s'il faut relancer le RUA aujourd'hui, elle invite également à se poser la question du contexte. D'une part, parce que l'idée phare à l'origine du projet de RUA était aussi d'intégrer dans le dispositif des publics considérés comme socialement plus à risque face à la pauvreté, notamment les jeunes et les personnes âgées. Or, certaines évolutions menées ces derniers mois questionnent finalement l'intégration de ces publics dans le dispositif. En ce qui concerne les jeunes, par exemple, l'extension de la garantie jeune actée dans le programme Un jeune, une solution, ainsi que la mise en place du contrat d'engagement jeune qui a été annoncé à l'automne et qui devrait être mise en place prochainement, vient en partie répondre aux difficultés rencontrées par ces publics qui pourraient dès lors être traités, concernés par ces dispositifs, mais en dehors du champ du RUA. Dans le même temps, la création de la 5e branche de la sécurité sociale, notamment à la suite de votre rapport, M. Libaud, questionne l'intégration des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, puisque ces publics pourraient faire l'objet d'une réflexion sur leurs aides dans le cadre de cette branche, et donc en dehors, une fois de plus, du RUA. De fait, le dispositif de RUA y perdrait en intensité, parce que finalement, il ne concernerait qu'une frange limitée de la population. D'autre part, il est à souligner que le moment politique que nous vivons, donc à l'approche des élections présidentielles, et dans un climat social relativement tendu, en raison notamment de l'inflation des prix de l'énergie, semble peu opportun pour une relance du projet RUA. Donc certes, le contexte n'est pas idéal, mais on remarque depuis quelques mois l'émergence donc de certaines propositions, peut-être plus progressives, qui pourraient donc lancer le projet. En effet, de nouvelles propositions de réforme sont apparues pour tendre vers une application du RUA de manière plus progressive. Tout d'abord, il convient de noter une fois de plus que le RUA n'est peut-être pas le seul dispositif que l'on peut avoir pour remédier au constat dressé en première partie. D'autres dispositifs peuvent se greffer ou venir compléter de manière annexe le projet de RUA. À ce titre, on peut citer l'ensemble des autres mesures qui ont été prises dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui seront à évaluer à la fin de la période, donc en 2022. D'autres actions sont également contenues dans le plan de nouvelles mesures pour éviter la bascule qui a été adoptée en octobre 2020, comme par exemple la lutte contre le non-recours par un renforcement du data mining ou encore le fléchage de près de 100 millions d'euros du plan France Relance à destination des associations visant à lutter contre la pauvreté. Enfin, on peut noter que certaines réformes entreprises, comme par exemple la création du service public de l'insertion et de l'emploi, ou l'accentuation de la démarche et de la logique d'aller vers et de personnalisation des parcours dans les caisses de sécurité sociale, sont aussi des actions qui finalement ont les mêmes visées que le RUA et qui pourraient du coup venir se greffer au dispositif. Dans le même ordre d'idée, on peut également parler de l'étude qui a été réalisée par le Conseil d'État en novembre 2021, qui s'intitule « Conditions de ressources dans les politiques sociales, 15 propositions pour simplifier et harmoniser leur prise en compte ». Ce rapport, il est cela intéressant, qui rejoint plusieurs idées proches du RUA et qui peut-être pourraient être finalement intégrées à terme dans le dispositif, notamment l'idée phare de regrouper la douzaine de modes actuels d'appréciation des ressources sur deux bases. D'une part, une base harmonisée de ressources pour toutes les prestations en lien avec le RSA et une autre base qui concerne, elle, les ressources fiscales. Toutefois, même si tous les dispositifs que j'ai présentés ils sont très intéressants et pourraient venir compléter le projet de RUA, le projet de RUA n'a pas totalement disparu. Comme je l'ai dit en introduction, l'audition de Fabrice Langlart a permis de remettre le projet sur la table, et notamment en dégageant de nouvelles pistes qui pourraient permettre de mettre en place le projet de manière plus progressive, comme Assia va vous le présenter maintenant. En effet, en janvier, Fabrice Langlart a donc proposé des pistes pour relancer le projet de RUA en procédant par étapes. Donc, dans un premier temps, la priorité serait d'unifier le système actuel, donc en harmonisant les barèmes, mais sans fusionner les prestations. Il propose donc de créer un revenu social de référence en harmonisant donc les bases ressources. Les barèmes devront être conçus de façon cohérente les uns avec les autres, de sorte que deux prestations ne diminuent pas en même temps que le travail, donc les revenus du travail augmentent. Donc le rapporteur envisage une harmonisation des barèmes du RSA, de la prime de l'activité et des aides au logement, mais la question de l'intégration de l'allocation spécifique de solidarité, du minimum vieillesse, de l'ASPA ou de l'AH ne sont pas encore tranchées.
En ce qui concerne les jeunes, le rapporteur semble plutôt opter pour un traitement différencié via les aides que nous connaissons, le contrat d'engagement jeune et les bourses d'études. La question enfin de l'individualisation des prestations de solidarité est également soulevée par M. Langlart, mais le rapporteur préfère parler de prestations quasi individualisées, car selon lui, une prestation individualisée ne pourra jamais faire abstraction des économies d'échelle qui peuvent être réalisées dans un couple. Alors, pour conclure ce premier rendez-vous de l'actualité, nous souhaitions vous donner en guise de conclusion notre avis sur la question, de manière très modeste bien sûr, parce que vous l'aurez compris, le sujet est relativement complexe. Asia, je te laisse peut-être commencer. Oui. Alors, pour ma part, et après avoir fait ce travail avec toi, Johan, donc il est clair que notre système actuel, avec sa mosaïque de prestations, présente des limites importantes. Son illisibilité, notamment, renforce le non-recours et nuit donc à l'efficacité des politiques qui sont mises en place. Il dépend de nombreux acteurs aussi, avec une coordination qui est parfois compliquée à mettre en œuvre sur le terrain. Enfin, donc, ce qui est aussi important à mes yeux, c'est que cette illisibilité peut remettre en cause la confiance des usagers dans le système. Donc c'est pourquoi je pense que cette réforme est fondamentalement nécessaire, mais mon point de vue d'élève interne m'amène également à considérer d'autres paramètres. Et quelques mois seulement après la mise en place de la réforme de l'allocation logement, eh bien, je ne peux m'empêcher d'être inquiète sur la prise en compte de l'aspect technique de la réforme. Une réforme de cette ampleur ne pourra, selon moi, pas techniquement être réalisée dans un laps de temps court. Le passage d'un système à un autre nécessitera donc une progression, nécessitera donc d'intervenir par étapes. Et c'est une chose qui est prise en compte par Fabrice Langlart, qui évoque d'ailleurs donc une possibilité de phase de transition où des changements pourraient être individualisés, avec finalement les gagnants de la réforme qui pourraient entrer dans le nouveau système, et les personnes dont la situation deviendrait moins bonne, qui pourraient, pour un temps au moins, rester dans l'ancien système. Et donc pour ma part, je partage totalement les propos d'Asia. Pour moi, il est aussi clair qu'il faudra relancer le projet de RUA pour toutes les raisons évoquées dans notre présentation et pour lutter contre la pauvreté, notamment comme on a pu le voir dans notre tronc commun inégalité-pauvreté. Mais il est également évident qu'en fait cette étape pourra se mener, cette réforme pourra se mener qu'à travers différentes étapes. En effet, on n'a pas eu le temps de l'aborder dans notre présentation, mais une telle réforme a déjà essayé d'être menée au Royaume-Uni. Elle s'appelait l'Universal Credit et aujourd'hui le constat est fait que cette réforme a été un échec, notamment parce que l'ampleur des modifications était trop importante pour le laps de temps qui a été accordé à cette réforme. Donc pour moi, il est fondamental qu'on procède par étapes et avant même la relance du projet, quelque chose qui pourrait être fait dès à présent et par exemple, et c'est d'ailleurs ce qui se fait, est d'accentuer l'interopérabilité entre les systèmes d'information et l'échange d'informations entre les organismes de sécurité sociale, mais également entre les organismes de sécurité sociale et d'autres organismes comme la DGFiP par exemple. Pour moi, c'est fondamental parce qu'on sait aussi que le non-recours peut être dû à un certain lassement des publics à devoir répéter les mêmes informations qui ont déjà été données à d'autres organismes. Et cet échange il permettrait également de tendre vers un pré-remplissage des demandes, ce qui pourrait être particulièrement utile pour les publics précaires, les publics qui ont des difficultés à lire ou à écrire ou qui ne parlent pas français. Donc en conclusion, je pense que cette étape elle est fondamentale parce que ça sera une des conditions de réussite du projet de RUA si le projet est bien sûr relancé. Donc voilà, nous vous remercions d'avoir participé donc, à ce premier rendez-vous de l'actu de l'année et nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.